Le matin du 15 juillet 1975, un garde forestier remonte le sentier boueux qui mène au camping des Brouillards. La tempête de la nuit a laissé des branches cassées partout. Il arrive sur la clairière et s'arrête net. Les tentes sont là, déchirées, mais toutes les affaires sont restées à l'intérieur. Les 2 voitures garées sous les arbres n'ont pas bougé. Les clés pendent encore au contact de l'une d'elles. Il appelle. Personne ne répond. Il avance entre les emplacements. Pas un bruit, pas un mouvement. 6 personnes ont dormi ici la veille. Il regarde autour de lui et remarque quelque chose d'étrange. Les sacs de couchage sont ouverts comme si on en était sorti précipitamment. Une lampe torche gît dans l'herbe trempée, encore allumée, mais à bout de pile. Une paire de chaussures de randonnée attend près d'une tente effondrée. Sur la table de camping pliante, 6 assiettes en carton contiennent encore des restes de repas. Le café dans une casserole noircie est froid depuis des heures. Tout indique un départ brutal. Mais vers où? Le garde sent son estomac se nouer. Il court jusqu'à son fourgon. Quelques heures plus tard, les gendarmes ratissent la zone. Ils relèvent les plaques des véhicules, fouillent les tentes, inspectent chaque mètre carré de terre détrempée. Rien. Aucune trace de lutte, aucun sang, aucune empreinte claire menant hors du campement. Les 6 campeurs se sont volatilisés dans la nuit orageuse, comme aspirés par le brouillard lui-même. 50 ans après, cette disparition reste l'une des énigmes les plus troublantes de Picardie. Une affaire qui défie toute logique et qui continue de hanter les mémoires de ceux qui l'ont vécue. En juillet 1975, la France entière suffoque sous une canicule inhabituelle. Dans la région d'Amiens, les habitants cherchent la fraîcheur près de la Somme. Le camping des Brouillards, un site sauvage non aménagé à une dizaine de kilomètres au sud de la ville, attire quelques aventuriers. C'est un endroit isolé, entouré de forêts denses et de marécages. On y accède par un chemin de terre chaotique, les voitures ordinaires négocient difficilement. Aucune lumière électrique, aucun gardien, aucun commerce à proximité. Juste la nature et le silence. Le 13 juillet au matin, 6 jeunes gens quittent Amiens dans 2 véhicules. Ils ont entre 22 et 28 ans. Il y a Thomas Lavigne, apprenti mécanicien, sa compagne Élise Moreau, employée dans une boulangerie, et leur ami d'enfance, Marc Dufresne, ouvrier à l'usine textile. Dans la seconde voiture, Céline Blanchard, infirmière, son frère Julien, étudiant en droit, et Antoine Mercier, postier. Ils emportent des tentes, des provisions pour 3 jours, et l'envie de fuir la chaleur urbaine. Personne ne se doute que ce séjour sera leur dernier. Ils arrivent en début d'après-midi et choisissent une clairière près d'un petit étang. L'endroit est parfait selon eux. Les arbres offrent de l'ombre et l'eau reste proche. Ils montent les 3 tentes en riant et en s'aspergeant d'eau fraîche. Un couple de randonneurs passe vers 16 heures et échange quelques mots avec eux. Les 6 campeurs semblent détendus et heureux. Ils prévoient de rester jusqu'au surlendemain. Les randonneurs repartent vers le nord. Ce sont les dernières personnes à les avoir vus vivants et conscients. La soirée du 13 se déroule sans incident. Le 14 juillet, jour de fête nationale, ils restent sur place. Aucun témoin ne les croise cette journée-là. La chaleur est écrasante. Vers 18 heures, le ciel commence à noircir. La météo avait annoncé des orages pour la nuit. À 21 heures, les premières gouttes tombent. À 22 heures, c'est le déluge. Des éclairs zèbrent le ciel toutes les secondes. Le vent arrache des branches. La pluie tombe avec une violence inouïe. Cet orage restera dans les mémoires locales comme l'un des plus puissants. Le lendemain matin, le garde forestier effectue sa tournée habituelle. Il connaît bien le secteur et sait que des campeurs s'installent parfois au bord de l'étang. Quand il découvre le campement abandonné, il alerte immédiatement la gendarmerie d'Amiens. Les premières patrouilles arrivent vers 10 heures. Elles constatent l'absence totale des 6 personnes. Les recherches débutent aussitôt. On inspecte la forêt environnante. On drague l'étang, on interroge tous les habitants des hameaux alentours. Personne n'a rien vu ni rien entendu. L'orage a couvert tous les bruits. L'affaire vient de commencer. Aujourd'hui, cette disparition demeure un mystère absolu. Si vous nous regardez depuis Amiens ou ailleurs en France, dites-nous en commentaire de quelle ville vous suivez cette histoire. Ce type d'affaires non résolues mérite d'être raconté et partagé. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez découvrir d'autres récits d'enquêtes mystérieuses qui ont marqué notre pays.
Et si cette histoire vous intrigue autant qu'elle nous fascine, laissez un like pour que nous continuions à explorer ces zones d'ombre de notre histoire récente. Maintenant, revenons sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Le 14 juillet 1975 au soir, l'orage prévu s'annonce par un ciel d'encre. Les 6 campeurs ont probablement décidé de rester sous leur tente. D'après les relevés météorologiques, les premières rafales atteignent le secteur vers 22h15. La pluie devient torrentielle à 22h30. Les éclairs illuminent la forêt sans interruption. Le tonnerre roule en continu. Les arbres ploient dangereusement. Les temps montent de plusieurs dizaines de centimètres en quelques minutes seulement. Les conditions sont extrêmes. Rester dehors devient impossible. Fuir serait de la folie pure. Les tentes retrouvées le lendemain portent les marques de cette violence. 2 d'entre elles ont été partiellement arrachées de leurs sardines. Les toiles sont déchirées à plusieurs endroits, probablement par des branches volantes. Mais à l'intérieur, tout reste en place. Les sacs de couchage sont ouverts et froissés. Des vêtements traînent sur les matelas gonflables. Une montre-bracelet repose sur un sac à dos. Des lunettes de vue sont posées près d'une lampe de poche. Rien n'indique une fuite organisée. Tout suggère un départ précipité dans la nuit noire. La table de camping installée entre les tentes raconte une autre partie de l'histoire. 6 assiettes en carton y sont disposées. Des restes de saucisses grillées et de pain collent encore au fond. Une bouteille de vin entamée gîte renversée, son contenu mêlé à l'eau de pluie. 2 gobelets en plastique flottent dans une flaque. Les campeurs ont dîné ensemble avant que l'orage n'éclate. Ils ont mangé normalement. Ils ont partagé du vin. Puis quelque chose les a fait sortir de leurs abris au pire moment possible. Quelque chose d'urgent. Les 2 voitures garées en bordure de clairière n'ont pas bougé. La Renault 12 de Thomas et la Peugeot 204 de Julien sont exactement où ils les ont laissées le premier jour. Les portières sont fermées, mais non verrouillées. Les clés pendent au contact de la Renault. Celles de la Peugeot sont retrouvées dans la poche d'un blouson accroché dans une tente. Les réservoirs sont pleins aux 3/4. Les batteries fonctionnent. Rien n'empêchait une évacuation rapide en voiture. Pourtant, personne n'a tenté de partir. Ils sont sortis à pied dans la tempête. Les gendarmes examinent le sol autour du campement avec minutie. La pluie a transformé la terre en boue épaisse. On devrait voir des traces. Mais le déluge a tout lessivé. Seules quelques empreintes confuses subsistent près des tentes, impossibles à identifier. Aucun chemin clair ne mène vers la forêt ou vers l'étang. Les chiens policiers appelés en renfort tournent en rond et perdent toute piste à quelques mètres du camp. C'est comme si les 6 personnes s'étaient évaporées. Les premiers jours, on imagine un accident collectif proche. Les plongeurs inspectent l'étang dès le 16 juillet. L'eau est trouble et froide. Ils sondent le fond sur toute la surface. Ils ne trouvent rien. Pas de corps, pas de vêtements, pas d'objets personnels. L'étang n'est profond que de 3 mètres au maximum. Un noyage collectif semble impossible. De plus, pourquoi 6 adultes se seraient-ils jetés à l'eau en pleine nuit durant un orage? L'hypothèse ne tient pas. On élargit les recherches aux ruisseaux et fossés environnants. Toujours rien. Les heures passent. L'incompréhension grandit. Les familles arrivent sur place effondrées. Les enquêteurs interrogent les habitants des fermes isolées situées à plusieurs kilomètres. Personne n'a entendu de cris, ni vu de lumières inhabituelles, ni croisé de véhicules suspects. L'orage a couvert tous les sons. Les routes étaient impraticables. Les témoignages convergent sur un point. La tempête était d'une rare brutalité. Personne ne serait sorti par choix. Un cultivateur raconte avoir perdu une partie de sa grange cette nuit-là. Un autre signale des arbres déracinés sur ses terres. Tout le monde se souvient de cet orage. Personne ne comprend comment 6 personnes ont pu disparaître. Le 17 juillet, les militaires de la région participent aux recherches. On bat les fourrés sur plusieurs kilomètres carrés. On fouille les bâtiments abandonnés, les anciennes carrières, les puits désaffectés. On utilise des hélicoptères pour survoler la zone. Les médias commencent à parler de l'affaire. Les journaux locaux titrent sur les 6 fantômes d'Amiens. La pression monte. Les familles supplient qu'on retrouve au moins les corps. Mais les jours passent sans le moindre indice. Le campement devient une scène figée, un décor sans acteurs, un lieu maudit selon certains. Le 20 juillet, la brigade criminelle de la police judiciaire prend le relais. On passe au crible chaque détail du campement. On relève des empreintes digitales sur les objets. On analyse les restes de nourriture. On vérifie les antécédents des 6 disparus.
Rien de suspect n'émerge. Thomas, Élise, Marc, Céline, Julien et Antoine étaient des gens ordinaires, sans ennemis connus, sans dettes importantes, sans problèmes judiciaires. Leur vie était simple et rangée. Aucun mobile de fuite volontaire n'apparaît. L'hypothèse criminelle prend forme, mais sans preuve tangible. Les enquêteurs reconstituent les dernières heures connues. Le 13 juillet, les 6 amis arrivent et s'installent. Le 14, ils passent la journée sur place. Ils se baignent probablement dans l'étang. Ils préparent le repas du soir. Vers 20h, ils dînent ensemble. Puis l'orage arrive. Entre 22h et l'aube, quelque chose se produit. Quelque chose qui les pousse dehors malgré le danger. Quelque chose d'assez terrifiant pour qu'ils abandonnent tout. Mais quoi? Les hypothèses fusent. Aucune ne convainc vraiment. Le mystère s'épaissit comme le brouillard sur l'étang. Fin juillet, les recherches actives sont suspendues faute de résultats. Le dossier reste ouvert. Les familles refusent d'abandonner. Elles organisent des battues privées chaque week-end pendant des mois. Elles plaçardent des avis de recherche dans toute la région. Elles contactent les médiums et les voyants par désespoir. Mais l'été passe, puis l'automne, puis l'hiver. Personne ne revient. Aucun corps n'est découvert. Le camping des Brouillards retrouve son silence. Les arbres reprennent leurs droits. L'herbe recouvre les traces du campement. Seul le mystère demeure. Dès le 15 juillet au soir, la gendarmerie d'Amiens ouvre une enquête pour disparition inquiétante. Le capitaine Bernard Roussel prend la direction des opérations. C'est un homme rigoureux, proche de la retraite, qui a traité des dizaines d'affaires dans la région. Mais celle-ci le déroute immédiatement. Il n'y a ni corps, ni témoins, ni mobile apparent. Juste un campement abandonné et 6 personnes volatilisées. Il constitue une équipe de 8 gendarmes et organise les recherches par secteur. On commence par quadriller la forêt dans un rayon de 5 km. Les premières auditions débutent le 16 juillet. On interroge les proches des disparus. Les parents de Thomas Lavigne expliquent que leur fils adorait la nature et partait souvent camper. Il était fiable et ne serait jamais parti sans prévenir. La mère d'Élise Moreau s'effondre en larmes. Sa fille devait rentrer le 16 au matin pour reprendre son travail à la boulangerie. Elle n'aurait jamais manqué son service. Marc Dufresne vivait seul, mais voyait ses collègues régulièrement. Aucun d'eux ne décèle de signes de dépression ou de fuite préméditée. Tout le monde décrit des jeunes gens normaux et heureux. Les enquêteurs vérifient les comptes bancaires. Aucun retrait important avant le départ. Aucune transaction après la disparition. Les cartes d'identité et les papiers sont restés dans les sacs au camping. Les portefeuilles contiennent encore de l'argent liquide. On examine les courriers personnels trouvés dans les domiciles. Aucune lettre d'adieu, aucun message inquiétant. Céline Blanchard avait laissé un mot à une collègue de l'hôpital pour dire qu'elle partait camper avec son frère et des amis. Julien avait parlé de ce week-end à ses camarades de faculté. Tout semblait planifié normalement. Le 18 juillet, on retrouve le couple de randonneurs qui a croisé les campeurs le 13 juillet. Ils habitent Beauvais et ne connaissaient pas l'affaire. Leur témoignage est précieux. Ils confirment avoir vu 6 personnes en bonne santé, souriantes, occupées à monter leur tente. L'ambiance était joyeuse. Aucune tension visible. Aucun individu suspect rôdant alentour. Les randonneurs ont poursuivi leur chemin vers 16h30. Ils n'ont croisé personne d'autre dans le secteur. C'est le dernier témoignage fiable concernant les disparus. Après cela, plus rien. Les recherches terrestres s'intensifient. Des équipes de bénévoles rejoignent les gendarmes. On explore chaque sentier, chaque bosquet, chaque recoin de la forêt. Les chiens reniflent sans relâche. On inspecte les anciens abris de chasse, les cabanes de bûcherons abandonnées, les ruines d'un moulin à eau situé à 2 km. Rien. On sonde les fossés, on écarte les fourrés, on retourne les amas de feuilles mortes. Toujours rien. La nature semble avoir englouti 6 êtres humains sans laisser la moindre trace. C'est incompréhensible pour les enquêteurs. Le 22 juillet, un psychologue est consulté. On lui demande d'analyser les comportements possibles face à un orage violent. Il explique que la peur peut pousser des individus à fuir de manière irrationnelle. Mais 6 personnes simultanément. Peu probable. Il évoque l'hypothèse d'un accident collectif comme une noyade en chaîne si l'un d'eux était tombé à l'eau et que les autres avaient tenté de le sauver. Mais les plongeurs ont fouillé l'étang de fond en comble. Rien. Le psychologue reste perplexe. Il n'a jamais entendu parler d'un cas similaire. Les enquêteurs explorent également la piste criminelle. Un ou plusieurs individus
Aurait-il pu surprendre les campeurs durant l'orage? On vérifie les casiers judiciaires de tous les résidents du secteur. On recherche des délinquants sexuels, des marginaux, des personnes signalées pour violence. Quelques profils sortent. On les interroge un par un. Tous ont des alibis vérifiables. Aucun ne possède de véhicule capable de transporter 6 personnes. Aucun n'a de lien avec les victimes. Les pistes s'éteignent une à une. La frustration monte au sein de l'équipe. Le capitaine Roussel commande une analyse approfondie des véhicules abandonnés. Les techniciens inspectent chaque centimètre. Ils ne trouvent aucune trace de lutte, aucun cheveu étranger, aucune empreinte suspecte. Les coffres sont vides de tout objet inhabituel. Les sièges ne portent aucune tache de sang. Les voitures sont propres, presque trop propres, comme si elles n'avaient jamais servi. Cela renforce l'idée que les disparus sont partis à pied, de leur plein gré ou contraints. Mais par qui? Et pourquoi? Les questions s'accumulent sans réponse. Début août, les médias nationaux s'emparent de l'affaire. Les journaux parlent de l'énigme du camping des Brouillards. Des reporters viennent sur place. Ils interrogent le garde forestier, les familles, les enquêteurs. L'histoire fascine et effraie. On compare l'affaire à des disparitions mystérieuses survenues ailleurs dans le monde, mais aucune ne ressemble vraiment à celle-ci. L'aspect collectif et instantané est unique. Les théories les plus folles circulent. Certains évoquent un enlèvement par une secte, d'autres parlent d'un tueur en série. Rien ne repose sur des faits concrets. Le 10 août, le parquet d'Amiens ouvre une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. Un juge d'instruction est nommé. Il reprend le dossier depuis le début. Il convoque à nouveau tous les témoins. Il ordonne des expertises complémentaires. Les analyses des vêtements et objets retrouvés ne révèlent rien d'anormal. Pas de traces de lutte, pas de substances toxiques, pas de matière biologique étrangère. Le juge explore l'hypothèse d'un départ volontaire collectif. Peut-être une fuite en commun pour raison inconnue. Mais pourquoi abandonner tout? Et où serait-il allé sans argent ni papier? Les mois passent. L'enquête marque le pas. Les familles s'épuisent. Elles ne comprennent pas comment 6 personnes peuvent disparaître sans laisser de traces en plein cœur de la France. Elles exigent des réponses. Le capitaine Roussel partage leur frustration. Il a tout essayé. Il a suivi toutes les pistes. Il a interrogé des centaines de témoins. Il a coordonné des recherches colossales. Pour rien. L'affaire devient une obsession personnelle. Il y pense jour et nuit. Il ne peut accepter cet échec. Mais les faits sont têtus. Aucun indice solide, juste le vide. En septembre 1975, une première piste sérieuse émerge. Un habitant de Corbie, à 20 km du camping, signale avoir vu 6 jeunes gens monter dans un camion bâché la nuit du 14 juillet. Ils circulaient en voiture vers 23 heures malgré l'orage. Ils racontent avoir croisé ce véhicule garé sur le bas-côté, phares éteints. Des silhouettes s'agitaient autour. Le témoin n'a pas ralenti à cause du déluge. Il a continué sa route. Ce n'est que plusieurs semaines plus tard, en lisant le journal, qu'il fait le rapprochement. Les enquêteurs bondissent sur cette information. On lance un appel à témoins régional pour retrouver ce camion. Des dizaines de signalements arrivent. On identifie plusieurs véhicules correspondant à la description. Les propriétaires sont localisés et interrogés. Tous ont des explications plausibles. L'un transportait du matériel agricole. Un autre revenait d'une livraison à Paris. Un troisième était en panne et attendait un dépanneur. Chaque alibi est vérifié minutieusement. Aucun ne colle vraiment avec la scène décrite. De plus, le lieu du signalement est trop éloigné du camping pour que 6 personnes y arrivent à pied, en pleine tempête. La piste s'effondre. En octobre, une femme de Montdidier contacte la gendarmerie. Elle affirme avoir hébergé une jeune femme correspondant au signalement d'Élise Moreau début août. Cette personne serait arrivée en train, hagarde et silencieuse. Elle aurait refusé de donner son nom et serait repartie au bout de 2 jours. La femme regrette de ne pas avoir alerté les autorités plus tôt. On lui présente des photos. Elle hésite longuement, puis finit par admettre qu'elle n'est pas certaine. La ressemblance est vague. On vérifie les registres de la gare. Aucune trace compatible. Nouvel échec. 1 mois plus tard, un ancien légionnaire vivant dans la région devient suspect. Il habite seul dans une ferme délabrée, à 8 km du camping. Des voisins le décrivent comme violent et instable. Il posséderait des armes et vivrait reclus depuis des années. Les gendarmes perquisitionnent son domicile en novembre. Ils découvrent effectivement des fusils de chasse non déclarés,
mais aucun élément lié aux disparus. L'homme est interrogé pendant des heures. Il nie farouchement toute implication. Il n'a pas de véhicule en état de marche. Il était seul chez lui la nuit de l'orage. Personne ne peut confirmer ni infirmer. Faute de preuves, on le relâche. Décembre 1975. Une nouvelle théorie surgit. Et si les 6 campeurs avaient été victimes d'une erreur tragique? Un commando militaire aurait pu les prendre pour cible lors d'un exercice nocturne. L'armée utilise parfois des zones civiles pour des manœuvres discrètes. L'orage aurait masqué l'opération. Les corps auraient été évacués pour étouffer le scandale. Le juge d'instruction demande des informations au ministère de la Défense. La réponse arrive 3 semaines plus tard. Aucun exercice militaire n'était programmé dans la région cette nuit-là. Les registres sont formels. Impasse totale. Début 1976, les enquêteurs explorent l'hypothèse d'un meurtre collectif suivi d'une dissimulation des corps. Quelqu'un aurait pu surprendre les campeurs, les tuer sur place, puis transporter les cadavres ailleurs. Mais comment un individu seul aurait-il maîtrisé 6 personnes? Il faudrait plusieurs agresseurs. Et comment déplacer 6 corps dans la boue et l'obscurité? Les véhicules des victimes sont restés sur place. Aucun autre véhicule n'aurait pu approcher sans laisser de traces dans la terre détrempée. La logistique d'une telle opération semble impossible. Pourtant, c'est la seule explication rationnelle restante. En mars 1976, un géologue est consulté. On lui demande si le terrain pourrait avoir englouti les corps. Existe-t-il des gouffres, des cavités souterraines, des sables mouvants dans la zone? Il étudie les cartes et effectue des sondages. Sa conclusion est nette, le sol est stable. Aucune cavité dangereuse n'existe dans ce secteur. Les marécages environnants sont peu profonds et ont été fouillés. L'hypothèse naturelle ne tient pas. Les corps ne peuvent pas avoir disparu spontanément dans la terre. Il faut une intervention humaine. Mais laquelle? L'été 1976 marque le premier anniversaire de la disparition. Les familles organisent une cérémonie près du camping. Elles installent 6 croix de bois gravées des prénoms des disparus. Des centaines de personnes se déplacent. L'émotion est intense. Les journaux relancent le sujet. Le juge d'instruction accorde de nouvelles interviews. Il reconnaît son impuissance. Il parle d'une affaire hors norme qui défie toutes les méthodes classiques d'investigation. Il promet de ne jamais classer le dossier. Mais au fond, tout le monde sent que l'enquête est au point mort. Les pistes sont épuisées. En 1977, un dernier espoir naît. Un détenu de la prison d'Amiens affirme détenir des informations capitales. Il prétend avoir participé à l'enlèvement des 6 campeurs dans le cadre d'un trafic de main-d'œuvre clandestine. Selon lui, les victimes auraient été emmenées de force pour travailler dans des chantiers illégaux à l'étranger. Il propose de parler en échange d'une réduction de peine. Les enquêteurs l'interrogent pendant des jours. Son récit est confus, bourré d'incohérences. Il change de version plusieurs fois. Finalement, il avoue avoir tout inventé pour attirer l'attention. Ultime désillusion. Les années suivantes voient l'affaire sombrer lentement dans l'oubli médiatique. Les familles continuent de chercher mais avec moins de moyens. Le capitaine Roussel prend sa retraite en 1979 sans avoir résolu son énigme. Il emporte avec lui le poids de cet échec. Le camping des Brouillards devient un lieu évité. Des rumeurs de malédiction circulent. Les gens du coin parlent de fantômes. Personne ne vient plus camper là-bas. La nature reprend ses droits. Les arbres grandissent. Les temps se troublent. Le mystère s'enfonce dans les brumes du temps. En 1985, 10 ans après les faits, le dossier est officiellement classé sans suite. Les 6 disparus sont déclarés morts par le tribunal. Les familles peuvent enfin faire leur deuil officiel. Mais aucune explication n'a été trouvée. Aucun corps n'a été découvert. Aucun coupable n'a été arrêté. L'affaire demeure une béance dans l'histoire judiciaire française. Une plaie ouverte qui refuse de se refermer. Un mystère absolu qui continue de hanter tous ceux qui s'y sont frottés. Le camping des Brouillards garde son secret. En juin 1998, 23 ans après la disparition, un événement imprévu relance l'affaire. Un historien local nommé Philippe Garnier effectue des recherches sur les archives de la Seconde Guerre mondiale dans la région d'Amiens. Il consulte de vieux registres militaires allemands conservés aux archives départementales. Par hasard, il tombe sur un document daté de 1943 mentionnant l'existence d'un réseau de tunnels souterrains construit par l'organisation TOT dans le secteur des Brouillards.
Ces galeries servaient à stocker du matériel et à abriter des troupes. Elles avaient été abandonnées en 1944 puis oubliées. Philippe Garnier connaît l'affaire des 6 disparus. Tout le monde en Picardie connaît cette histoire. Il fait immédiatement le rapprochement. Et si ces tunnels existaient toujours? Et si les campeurs étaient tombés dedans par accident durant l'orage? Il contacte la gendarmerie. Un nouveau commandant de brigade, le lieutenant Alain Ferrand, reprend le dossier poussiéreux. Il consulte les plans d'époque. Effectivement, un réseau de galeries avait été creusé sous la forêt. Mais aucune mention n'en avait été faite lors de l'enquête initiale en 1975. L'information était perdue. En septembre 1998, une équipe de spéléologues est mandatée pour explorer la zone. Ils utilisent des détecteurs de cavités et sondent le sol méthodiquement. Après plusieurs jours, ils localisent une anomalie à environ 300 mètres du campement d'origine. Le sol sonne creux à cet endroit. Ils creusent prudemment. À 1 mètre de profondeur, ils découvrent une dalle de béton fissurée recouverte de végétation. Ils dégagent l'ouverture avec précaution. Un trou béant apparaît. L'entrée d'un tunnel militaire oublié depuis 50 ans. L'air qui s'en échappe est froid et humide. Les spéléologues descendent le lendemain avec un équipement complet. Le tunnel s'enfonce à 4 mètres sous terre, puis s'étend horizontalement. Les parois sont en béton armé, rongées par le temps et l'humidité. Des racines percent la voûte par endroits. Le sol est couvert d'une boue épaisse mêlée de débris. Il progresse lentement en éclairant chaque recoin. Au bout de 50 mètres, ils découvrent une première salle. Elle mesure environ 10 mètres carrés. Des caisses en bois pourri jonchent le sol. Des inscriptions allemandes sont encore visibles sur les murs, mais aucune trace humaine récente. Ils poursuivent l'exploration. Le tunnel bifurque à plusieurs reprises. Certaines galeries sont effondrées, d'autres débouchent sur des salles plus grandes. L'une d'elles contient encore du matériel militaire rouillé, des jerrycans vides, des outils, des fragments de métal. Les spéléologues photographient tout méthodiquement. Ils cherchent des indices liés aux disparus de 1975. Après 6 heures sous terre, ils remontent bredouille. Aucun corps, aucun vêtement, aucun objet personnel. Juste des vestiges de guerre. La déception est immense, pourtant ils ne renoncent pas. Le lendemain, ils retournent dans les tunnels avec des détecteurs de métaux. Ils inspectent chaque centimètre carré. Dans une galerie latérale presque entièrement comblée, l'appareil émet un signal. Ils dégagent la boue et les gravats. Leurs mains heurtent quelque chose de dur. Ils extraient un objet rectangulaire couvert de rouille. C'est une boîte métallique de format moyen. Elle porte encore des traces de peinture verte. Ils la remontent à la surface. Le lieutenant Ferrand est présent. Il ordonne d'ouvrir la boîte immédiatement. À l'intérieur, protégée par un plastique épais, une montre bracelet. La montre est arrêtée. Les aiguilles indiquent 23h12. Le bracelet en cuir est décomposé, mais le boîtier reste identifiable. C'est un modèle LIP des années 70. Au dos, une gravure presque effacée. On distingue les lettres TL. Thomas Lavigne. Les enquêteurs ont retrouvé la liste des effets personnels établie en 1975. Thomas portait effectivement une montre LIP gravée à ses initiales. C'est le premier objet lié aux disparus découvert en 23 ans. Un frisson parcourt l'équipe. Ils tiennent enfin une piste concrète. Mais que fait cette montre ici? Les jours suivants, les fouilles s'intensifient. On fait venir des archéologues et des techniciens de la police scientifique. On installe un campement au-dessus du réseau souterrain. On explore chaque galerie, chaque recoin, chaque éboulement. On tamise la boue. On photographie les moindres détails. Dans une autre section du tunnel, à près de 100 mètres de l'entrée, on découvre des lambeaux de tissu coincés entre 2 pierres. L'analyse ultérieure révélera qu'il s'agit de coton bleu, compatible avec les vêtements que portait Marc Dufresne, selon les témoignages de 1975. Ces découvertes posent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Comment les 6 campeurs se sont-ils retrouvés dans ces tunnels? L'entrée découverte en 1998 était-elle accessible en 1975? Les experts géologues estiment que oui. La dalle de béton était déjà fissurée à l'époque. Un effondrement partiel causé par l'érosion avait probablement créé une ouverture dissimulée sous la végétation. En pleine nuit, durant l'orage, quelqu'un aurait pu tomber dedans par accident. Les autres auraient alors tenté de le secourir. Une fois en bas, il se serait perdu dans le labyrinthe. Mais cette théorie soulève des incohérences.
Pourquoi aucun cri n'a-t-il été entendu? Pourquoi les campeurs n'ont-ils pas utilisé leurs lampes torches? Plusieurs étaient restés au campement. Comment ont-ils pu s'enfoncer aussi profondément dans les galeries? Et surtout, où sont les corps? Si 6 personnes sont mortes dans ces tunnels, leurs squelettes devraient s'y trouver encore. Or, malgré des semaines de fouilles minutieuses, on ne retrouve rien d'autre que la montre et quelques fragments de tissu. Le mystère s'épaissit au lieu de s'éclaircir. En novembre 1998, les fouilles sont suspendues pour l'hiver. Trop dangereux de continuer avec le froid et l'humidité croissante. Les galeries menacent de s'effondrer davantage. Le lieutenant Ferrand fait un point presse. Il annonce la découverte des tunnels et des objets. Il explique que cette piste change la donne, mais ne résout pas l'affaire. Les familles des disparus sont contactées. La mère d'Élise Moreau, aujourd'hui âgée de 75 ans, pleure en apprenant la nouvelle. Elle veut croire que sa fille sera enfin retrouvée. Mais les enquêteurs restent prudents, ils ne promettent rien. Le printemps 1999 voit la reprise des recherches. Des moyens importants sont déployés. On utilise des radars à pénétration de sol, des caméras endoscopiques, des drones équipés de capteurs thermiques. On explore des ramifications découvertes récemment. On trouve encore quelques objets sans valeur. Des boutons métalliques, un briquet rouillé, des débris de chaussures. Mais aucun corps, aucun ossement. C'est incompréhensible. Les spécialistes s'interrogent. Les tunnels ont-ils d'autres sorties? Les corps ont-ils été emportés par une crue souterraine? Les hypothèses se multiplient sans certitude aucune. En juin 1999, les autorités décident d'arrêter les fouilles actives. Le coût devient prohibitif, les risques pour les équipes trop élevés. On scelle l'entrée principale pour éviter les accidents. Le dossier reste ouvert, mais l'enquête entre en sommeil. Les médias se désintéressent progressivement. Les familles sont anéanties. Elles avaient cru toucher au but. Elles retombent dans l'incertitude. La découverte des tunnels a prouvé que les disparus étaient probablement descendus sous terre. Mais leur sort final demeure inconnu. Le camping des Brouillards garde une partie de son secret. La découverte des tunnels en 1998 transforme radicalement la perception de l'affaire. Pendant 23 ans, tout le monde avait cherché en surface. On avait ratissé la forêt, dragué l'étang, fouillé les alentours. Personne n'avait imaginé que le drame se jouait sous terre. Les anciens enquêteurs, dont le capitaine Roussel, décédé en 1987, n'avaient jamais eu connaissance de ces galeries oubliées. Les archives militaires allemandes n'avaient pas été consultées. Une erreur initiale qui avait condamné l'enquête à l'échec. Cette révélation suscite colère et amertume chez les proches des disparus. Mais la découverte apporte aussi de nouvelles questions. Si les 6 campeurs sont descendus dans les tunnels, pourquoi? L'hypothèse de l'accident reste privilégiée. Durant l'orage violent, l'un d'eux aurait pu tomber par l'ouverture dissimulée sous la végétation. Les autres, alertés par ces cris, auraient tenté de le secourir en s'enfonçant à leur tour dans le réseau souterrain. Une fois en bas, désorientés, ils se seraient perdus dans l'obscurité. La panique aurait fait le reste. Ils auraient erré jusqu'à l'épuisement. Hypothèse plausible mais invérifiable. Une autre théorie émerge parmi les enquêteurs. Et si quelqu'un connaissait l'existence des tunnels et y avait attiré les campeurs, un individu malveillant aurait pu les menacer durant l'orage et les forcer à descendre. Peut-être un rôdeur, un marginal connaissant bien la forêt. Cette personne les aurait ensuite enfermés sous terre ou tués sur place avant de dissimuler les corps ailleurs. Mais cette hypothèse nécessite une logistique complexe. Et surtout, elle ne cadre pas avec l'absence totale de témoins ou de traces de lutte. Elle reste fragile. Les analyses scientifiques des objets retrouvés apportent peu d'éclairage. La montre de Thomas Lavigne ne révèle aucune empreinte exploitable. Le tissu appartenant probablement à Marc Dufresne est trop dégradé pour livrer de l'ADN utilisable. Les techniques de 1999 ne permettent pas d'en tirer davantage. Les enquêteurs espèrent qu'un jour, avec les progrès de la science, de nouveaux examens seront possibles. En attendant, ces reliques constituent les seules preuves matérielles du passage des disparus dans les tunnels, des preuves insuffisantes pour clore le dossier. Le lieutenant Ferrand pousse l'investigation plus loin. Il fait cartographier entièrement le réseau souterrain. Les topographes établissent des plans précis. Le système s'étend sur près de 2 kilomètres. Il comporte de nombreuses ramifications, des salles, des puits verticaux.
Plusieurs galeries débouchent à des endroits éloignés du campement. L'une d'elles émerge près d'une route départementale à 3 km. Une autre s'ouvre dans une carrière abandonnée. Ces sorties étaient-elles praticables en 1975? Peut-être. Mais pourquoi les disparus auraient-ils emprunté ces chemins tortueux au lieu de revenir sur leurs pas? En 2003, un nouveau témoignage surgit. Un ancien résident de la région, aujourd'hui installé en Bretagne, contacte la gendarmerie. Il raconte qu'en juillet 1975, il avait 17 ans et explorait souvent la forêt des brouillards. Il connaissait l'existence d'une ouverture dans le sol près de l'étang. Ses copains et lui y descendaient parfois pour jouer. Mais après la disparition des campeurs, il avait eu peur d'être soupçonné. Il n'avait rien dit à l'époque. Aujourd'hui, rongé par le remords, il décide de témoigner. Trop tard pour changer quoi que ce soit. Son témoignage confirme que l'entrée des tunnels était accessible en 1975. Il décrit l'ouverture comme partiellement cachée par des ronces et de hautes herbes. Facile à manquer en plein jour. Invisible de nuit. Quelqu'un fuyant l'orage en courant aurait pu tomber dedans sans le voir. Le témoin ajoute que les galeries étaient humides et glissantes, qu'on s'y perdait facilement, que lui-même avait failli ne pas retrouver la sortie une fois. Ces détails renforcent l'hypothèse accidentelle. Mais pourquoi aucun des 6 n'a-t-il pu s'en extraire? Les années 2000 voient l'émergence d'Internet et des forums spécialisés dans les affaires non résolues. Le cas du camping des Brouillards fascine les internautes. Des centaines de théories sont débattues en ligne. Certains évoquent un enlèvement par un réseau criminel. D'autres parlent d'une expérience militaire secrète qui aurait mal tourné. Les plus extrémistes mentionnent des phénomènes paranormaux. Ces spéculations ne reposent sur rien de concret. Elles illustrent simplement le besoin humain de trouver une explication, même irrationnelle, face à l'inexplicable. En 2010, 35 ans après les faits, une ultime tentative est lancée. Des associations de familles de disparus financent une nouvelle campagne de fouilles dans les tunnels. Des équipes de bénévoles descendent avec du matériel moderne. Ils explorent des sections encore inexplorées. Ils sondent les amas de gravats. Ils cherchent des ossements, des vêtements, n'importe quoi. Pendant 3 mois, ils fouillent sans relâche. Ils ne trouvent rien de nouveau. Le réseau souterrain refuse de livrer ses morts. Les fouilles sont définitivement abandonnées. Le mystère semble désormais insoluble. Les spécialistes de la police criminelle qui ont étudié le dossier au fil des décennies admettent leur perplexité. Plusieurs hypothèses demeurent possibles. Accident collectif suivi d'une mort par hypothermie et déshydratation dans les tunnels, avec disparition naturelle des corps via des processus géologiques inconnus. Meurtre commis par un ou plusieurs individus ayant ensuite dissimulé les cadavres dans une section jamais découverte du réseau. Enlèvement et déportation via une sortie souterraine vers l'extérieur. Chaque théorie comporte des failles. Aucune ne convainc totalement. L'affaire reste ouverte officiellement, mais inactive. Aujourd'hui, seuls quelques proches des disparus sont encore en vie. La mère d'Élise Moreau est décédée en 2015 sans avoir eu de réponse. Le frère de Céline Blanchard, qui n'était pas de l'expédition, vit toujours. Il a 82 ans. Il se rend chaque année sur le site désormais balisé et interdit au public. Il dépose des fleurs près de l'ancienne entrée scellée des tunnels. Il espère encore qu'un jour, quelqu'un trouvera quelque chose. Mais au fond de lui, il sait. Le camping des Brouillards a emporté son secret avec ses victimes. 50 ans ont passé depuis cette nuit de juillet 1975. 50 ans que 6 jeunes gens ont disparu sans laisser de traces tangibles. 50 ans que leurs familles attendent des réponses qui ne viendront peut-être jamais. Le camping des Brouillards est devenu une légende locale, un lieu maudit selon certains, un simple théâtre d'une tragédie inexpliquée selon d'autres. Les rares visiteurs qui s'y aventurent encore parlent d'une atmosphère oppressante. Le brouillard semble y être plus dense qu'ailleurs. Les oiseaux eux-mêmes y chantent moins, comme si la nature gardait le deuil. Le dossier judiciaire contient aujourd'hui plus de 3000 pages, des milliers d'heures d'enquête, des centaines de témoignages, des dizaines de rapports d'experts, et pourtant aucune vérité définitive, juste une montre arrêtée à 23h12 et quelques fragments de tissu. Le reste n'est que silence. Les disparus de 1975 rejoignent la longue liste des mystères français non résolus. Leurs noms sont gravés sur une stèle érigée à l'entrée de la forêt. Thomas Lavigne,
Élise Moreau, Marc Dufresne, Céline Blanchard, Julien Blanchard, Antoine Mercier. 6 vies interrompues, 6 destins avalés par la nuit. Cette histoire vous a troublé. Elle nous trouble aussi. Les affaires non résolues interrogent notre besoin de comprendre et notre rapport à l'inconnu. Si vous avez aimé ce récit, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres mystères qui ont marqué la France. Laissez un like si vous souhaitez que nous continuions à explorer ces zones d'ombre de notre histoire. Et dites-nous en commentaire quelle affaire vous aimeriez voir traitée. Car tant que la mémoire reste vivante, les disparus ne sont jamais totalement partis. Le camping des brouillards attend toujours de révéler sa vérité.